La méthode cartésienne va se retrouver sous le feu nourri des critiques. Les cartésiens ne seront pas tendres avec Descartes. Parmi les premiers, Leibniz va mettre en doute la méthode cartésienne. Dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, il va s'en prendre à la règle de l'évidence. Il montre que l'évidence se définit par sa subjectivité tandis que la vérité se définit par l'objectivité. Comment peut-on fonder le rapport à l'objectivité sur une intuition subjective ? L'évidence qui porte à croire en la vérité peut être paradoxalement trompeuse. On peut voir et penser avec évidence que le Soleil tourne autour de la Terre, alors que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Dans l'œuvre maîtresse de Spinoza, l'éthique, nous ne voyons pas à l'œuvre la méthode de Descartes, mais une autre méthode dite à la manière des géomètres, inspirée d'une sorte d'exercice spéculatif de Descartes. Dans les méditations métaphysiques, entre les secondes et les troisièmes réponses, Descartes insère un passage intitulé « Raison qui prouve l'existence de Dieu et la distinction qui est entre l'esprit et le corps humain disposé d'une façon géométrique ». Descartes procède par définition, demande, axiomes et propositions qui vont se déduire les unes des autres. C'est cette méthode que Spinoza emprunte à Descartes et non celle du discours de la méthode. C'est en ce sens que Pascal dira de Descartes qu'il est inutile et incertain. Inutile parce que sa méthode n'en est pas une. Par méthode, on entend un chemin que chacun peut emprunter. Et personne ne comprend la méthode de Descartes. On la comprend dans le détail de ses règles, mais pas dans l'ensemble de sa démarche. Dans un de ses fragments barrés, Pascal déclare « Il faut dire en gros, cela se fait par figure et mouvement. Car cela est vrai, mais de dire qu'elle est composée la machine, cela est ridicule, car cela est inutile et incertain et pénible. » Ce que veut dire Pascal, c'est que Descartes a peut-être raison d'affirmer que tout se fait par figure et mouvement, mais qu'il a tort d'imaginer toute la machinerie du réel au sujet de laquelle nous n'avons aucune certitude. Cela semble viser la règle de l'ordre, dont nous avons vu qu'elle prescrivait de supposer de l'ordre, même entre les objets qui ne se précèdent pas naturellement les uns les autres. On peut supposer cet ordre, mais vouloir le décrire produit un résultat pénible. Et il ajoute cruellement « Et quand cela serait vrai, nous n'estimons pas que toute la philosophie, sous-entendu la philosophie de Descartes, vaille 1 heure de peine. » Le plus délicat est à venir. En 1662 paraît la logique de Port-Royal. Descartes est mort depuis 12 ans. L'un des auteurs, Antoine Arnauld, passe pour cartésien. La logique de Port-Royal est souvent présentée comme une synthèse de la logique d'Aristote et de celle de Descartes. Mais la synthèse est-elle équitable? Soyons honnêtes. 90% de l'ouvrage expose les thèses d'Aristote. L'ouvrage représente peut-être de façon cruelle la revanche d'Aristote sur Descartes. Les règles de Descartes sont certes intégrées, mais la méthode comme démarche d'ensemble ne semble pas convaincre Antoine Arnauld lui-même. Le livre se divise en 4 parties, qui correspondent à 4 opérations de l'esprit distinguées par Aristote. Il traite des idées, des jugements qui mobilisent des idées, des raisonnements qui mobilisent des jugements, et de la méthode qui expose et dispose des raisonnements. Les 4 opérations de l'esprit sont la conception, le jugement, le raisonnement et la méthode. Le livre 4 de la logique de Port-Royal porte sur la méthode. Quelle place la méthode de Descartes va-t-elle prendre dans ce passage ? Les auteurs distinguent tout d'abord 2 types de méthodes génériques, l'analyse et la synthèse. Ces 2 méthodes, à vrai dire, n'en font qu'une seule prise en des sens différents. L'analyse permet de découvrir la vérité, la synthèse permet de l'exposer. Les auteurs prennent l'exemple d'un chemin de montagne que l'on peut descendre ou remonter. L'analyse descend, la synthèse remonte. Toutes 2 marchent sur la même montagne qui est celle de la vérité. L'analyse et la synthèse se retrouvent dans les règles de Descartes. L'analyse correspond à la règle de la division et la synthèse à la règle de l'ordre. Cependant, c'est dans le chapitre 2, qui traite de l'analyse, que les auteurs exposent explicitement les 4 règles de la méthode cartésienne. Ils écrivent ceci. Ces 4 règles, néanmoins, que Descartes propose dans sa méthode, peuvent être utiles pour se garder de l'erreur en voulant rechercher la vérité dans les sciences humaines, quoique, à dire vrai, elles soient générales pour toutes sortes de méthodes et non particulières pour la seule analyse. Ce qui signifie, on ne sait pas trop quoi faire de ces règles de méthode.
On les expose, car il faut tout de même rendre hommage au génie de Descartes, et on les déclare utiles, ce qui revient à s'opposer à l'anathème d'inutile lancé par Pascal. Toutefois, on ajoute qu'on ne sait pas où les situer, si c'est dans la partie sur l'analyse ou dans celle sur la synthèse. Factuellement, les auteurs les situent dans la partie qui traite de l'analyse, mais ils ajoutent « à dire vrai, elles sont générales pour toutes sortes de méthodes et concernent tout autant la synthèse que l'analyse ». En somme, les auteurs de la logique de Port-Royal sont embarrassés par la méthode cartésienne. Cet embarras s'exprime après l'exposition brute des règles. Il est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés à observer ces règles, mais il est toujours avantageux de les avoir dans l'esprit et de les garder autant que l'on peut lorsqu'on veut trouver la vérité par la voie de la raison et autant que notre esprit est capable de les connaître. Si on traduit, les règles sont utiles, mais très difficiles à observer. Et elles peuvent aider à trouver la vérité par la voie de la raison, mais autant que notre esprit est capable de la connaître. C'est-à-dire que ce qui compte davantage que les règles de Descartes, c'est la sagacité ou la capacité de l'esprit à connaître la vérité. Il semble à deux doigts de dire que la méthode de Descartes n'est utile qu'à un génie tel que lui. Descartes est un génie seul capable de vraiment utiliser les règles dont il nous parle. Mais ces règles ne suffisent pas à faire de nous des génies. Si cette méthode est utile mais d'un usage difficile, le reproche de Pascal à Descartes, formellement congédié, demeure en embuscade. L'usage de la méthode demeure un mystère pour les auteurs de la logique de Port-Royal. Ne perdons pas espoir de trouver la méthode cartésienne et tournons-nous vers les applications de cette méthode. Après tout, Descartes affirme lui-même explicitement que la dioptrique, les météores et la géométrie sont des essais de cette méthode. La dioptrique porte sur la lumière et la réfraction des rayons lumineux. Dans le discours premier intitulé de la lumière, voici ce que Descartes dit sur sa façon de procéder. Or, n'ayant ici autre occasion de parler de la lumière que pour expliquer comment ces rayons entrent dans l'œil et comment ils peuvent être détournés par les divers corps qu'ils rencontrent, il n'est pas besoin que j'entreprenne de dire au vrai quelle est sa nature, et je crois qu'il suffira que je me serve de 2 ou 3 comparaisons qui aident à la concevoir en la façon qui me semble la plus commode pour expliquer toutes celles de ses propriétés que l'expérience nous fait connaître. Descartes le dit lui-même, il va commencer ce traité par 3 comparaisons. Il commence par comparer le rayon lumineux au bâton dont se sert un aveugle pour marcher et qui lui permet de connaître les propriétés des choses. Il compare ensuite la matière à une cuve de vin dans laquelle il n'entre pas de vide. Il décrit enfin les différents mouvements d'une balle selon la matière qu'elle rencontre qui figurera les rayons lumineux. Cette méthode de comparaison selon Descartes est certes commode pour décrire les différentes propriétés des rayons lumineux, mais ce n'est pas ce qui était écrit dans sa méthode. Il n'y a pas dans sa méthode de règle de comparaison. Pire encore, voici comment il décrit cette façon de procéder. Imitant en ceci les astronomes qui, bien que leurs suppositions soient presque toutes fausses ou incertaines, toutefois, à cause qu'elles se rapportent à diverses observations qu'ils ont faites, ne laissent pas d'en tirer plusieurs conséquences très vraies et très assurées. Nous allons donc partir de suppositions presque toutes fausses ou incertaines. Cela entre en contradiction avec la règle cartésienne de l'évidence, ne rien accepter pour vrai qui ne soit clairement et distinctement connu comme tel. Une supposition fausse n'est pas quelque chose de clair et distinct. Cela entre aussi en contradiction avec la règle de l'ordre, conduire ses pensées par ordre, en commençant par les objets les plus simples et les plus faciles à connaître, pour monter peu à peu jusqu'à la connaissance des plus composés. Une supposition fausse n'est pas une connaissance simple, c'est une fausseté. Alors certes, nous pouvons répondre que ces suppositions vont permettre de poser des principes simples et d'exposer clairement les propriétés de la lumière. Mais ce n'est pas ce qui était promis. Ou alors il aurait fallu proposer une règle de la comparaison. Elle aurait été formulée ainsi: comparer ce qui est moins connu et plus composé à ce qui est plus connu et plus simple pour en tirer une connaissance claire et distincte. Voyons donc si les météores illustrent davantage l'application de la méthode cartésienne.
Les météores désignent les phénomènes naturels étudiés en météorologie. Descartes entreprend par exemple d'expliquer le phénomène de l'arc-en-ciel. Voici ce que dit Descartes au début des météores dans le premier discours sur la nature des corps terrestres. Il faudra que je me serve au commencement de quelques suppositions ainsi que j'ai fait en la dioptrique. Nous n'aurons pas ici de comparaison, mais nous aurons maintenant des suppositions. Descartes suppose que la matière est composée de parties élémentaires qui ont chacune des formes différentes. Ces formes et ces figures, différentes, lui permettront d'expliquer les propriétés de la matière. Comme il considère que le vide n'existe pas, il suppose également qu'entre les pores des choses, il existe une matière très fine et très subtile, animée de différents mouvements. Il ne va pas jusqu'à parler d'atomes. Et il suppose encore que toute la matière de l'univers est de même nature, comme des fragments arrachés à un même rocher, mais qu'ils ne se distinguent que par la forme et sont divisibles à l'infini. Cela fait beaucoup de suppositions et des suppositions très lourdes. La règle d'évidence semble encore une fois écartée, de même que la règle de l'ordre qui demande de fonder le moins connu sur le plus connu. Avec des suppositions aussi lourdes, nous risquons de fonder l'incertain sur de l'obscur. Descartes ajoute ceci: « Mais je tâcherai de les rendre si simples et si faciles que vous ne ferez peut-être pas difficulté de les croire, encore que je ne les ai point démontrés. » Descartes aggrave son cas car il avoue lui-même ne pas avoir démontré ses suppositions. Mais la formule est une référence explicite à la règle de l'ordre qui consiste à commencer par les objets les plus simples et les plus faciles. Sauf que la règle de l'ordre semble ici entrer en conflit avec la règle de l'évidence, car Descartes ne parle pas d'objets simples et faciles, mais de suppositions simples et faciles. Or, une supposition simple et facile n'est pas une connaissance claire et distincte. Allons plus loin. Dans le discours 8e des météores qui traite de l'arc-en-ciel, Descartes fait référence explicitement à sa méthode. L'arc-en-ciel est une merveille de la nature si remarquable et sa cause a été de tout temps si curieusement recherchée par les bons esprits et si peu connue que je ne saurais choisir de matière plus propre à faire voir comment, par la méthode dont je me sers, on peut venir à des connaissances que ceux dont nous avons les écrits n'ont point eues. Il annonce un lien entre sa méthode inédite et une nouvelle théorie explicative. Nous pouvons enfin espérer voir à l'œil nu comment on passe de la méthode à l'essai. Or, que voyons-nous? Descartes observe que l'arc-en-ciel apparaît en présence de gouttes d'eau éclairées par le soleil. Puis il décrit comment il va reproduire l'observation en recourant à une expérience. Il va remplir d'eau une grande fiole de verre toute ronde et toute transparente et l'observer en l'exposant au soleil. Que voyons-nous ici? Une observation et une expérience. Nous sommes à l'époque moderne. Les scientifiques commencent à comprendre que la science devra de plus en plus se fonder sur des expériences. Galilée fut en ce sens le maître et l'initiateur en la matière. La physique moderne va acquérir le statut de science par le double usage de l'expérience et de la mathématisation. Mais nulle part dans la méthode cartésienne, nous ne voyons expliciter le recours à l'expérience. Il n'y a pas de règle de l'expérience. L'expérience consiste à reproduire un phénomène à l'aide d'un dispositif matériel. Descartes agit en ce sens en physicien moderne, mais nous ne voyons pas sa méthode à l'œuvre. Ce que nous voyons à l'œuvre, c'est le génie cartésien. Ce que nous ne voyons pas à l'œuvre, c'est la méthode cartésienne. Que dire de la géométrie? Avec la géométrie, on entre tout de suite in medias res, dans les choses sérieuses, dans le dur. Descartes prévient d'entrée de jeu le lecteur par un avertissement. Jusqu'ici, j'ai tâché de me rendre intelligible à tout le monde, mais pour ce traité, je crains qu'il ne pourra être lu que par ceux qui savent déjà ce qui est dans les livres de géométrie, car d'autant qu'ils contiennent plusieurs vérités fort bien démontrées, j'ai cru qu'il serait superflu de les répéter. Cela signifie que dans cet essai, c'est la méthode géométrique qui sera à l'œuvre et non la méthode cartésienne. Certes, il commence par un premier livre dont le titre semble se référer à la règle de l'analyse, des problèmes qu'on peut construire sans y employer que des cercles et des lignes droites. Il y a une référence à des outils élémentaires, mais c'est ensuite l'intelligence individuelle de Descartes qui s'exprime et fait usage de ces cercles et de ces lignes droites, sans que cela puisse, comme il le dit lui-même, être intelligible à tout le monde.
Faut-il conclure au terme de tout ceci que ce classique de la philosophie, le discours de la méthode, est dans une certaine mesure trompeur? Il y a des règles dans le discours de la méthode, mais peut-être pas de méthode. Et si Descartes avait intitulé son discours le discours des règles, Descartes nous aurait-il trompés? Descartes serait-il un mauvais génie? Dans les méditations métaphysiques, il déclare qu'il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. Devons-nous désormais nous méfier de Descartes?